10 € offerts et votre premier pari immédiatement remboursé en cash s'il est perdant, avec le lien en description. Quelle belle semaine, on est dimanche. C'est pas encore la semaine, mais très très belle semaine de Ligue des Champions en face de nous. Les amis, j'espère que tout roule pour vous, j'espère que vous passez un excellent dimanche. Je dis très belle semaine de Champions, pas seulement parce qu'on a le bonheur, le plaisir d'avoir Naples-Eintracht à 18h45, et je suis sérieux quand je dis ça, j'aime bien quand on a un bon match intéressant à 18h45 pour ouvrir la soirée. Je dis très belle semaine parce qu'on a mardi soir 21h Liverpool-Real à Anfield. Oh là là là, tellement intéressant. Et dans la foulée, c'est même pas dans la foulée, c'est en même temps. Là, ils ont abusé. On ne peut pas en avoir un par soir. On analysera les deux. On fera le lendemain, mercredi, dans l'après-midi, Liverpool-Real. Mais le soir même, bien sûr, ce sera Paris-Bayern. Paris-Bayern, les gars. On a été assez gâtés sur ce début de saison parce qu'on a eu plusieurs gros matchs où on s'est dit c'est le gros du début d'année. Paris-Barça, Barça-Paris à Montjuïc, c'était un petit peu en quelque sorte la finale de Champions 2025 qu'on n'avait pas eu la chance d'avoir. Flick contre Enrique, les deux meilleures équipes de la saison dernière, qu'est-ce que ça allait donner? Très intéressant. On a eu il n'y a pas longtemps Real-Barça pour situer ce nouveau Real et peut-être malheureusement pour eux situer aussi ce nouveau Barça très intriguant. Plusieurs matchs où on s'est dit waouh, ok, c'est le très très gros, c'est le gros choc, c'est le gros match du début de saison, mais honnêtement, on abuse un peu avec la formule peut-être, mais honnêtement, ce Paris-Bayern, je crois que c'est plus gros encore. L'autre jour, on a fait notre power ranking avec Stan, le power ranking d'octobre. On a tous les deux mis Paris et Bayern aux deux premières places. Pas la même position, on avait un petit désaccord sur qui est premier, qui est deuxième, mais on les a tous les deux mis top 2. Et c'est absolument logique. Une saison, c'est long, mais pour l'instant, où on en est actuellement, le Paris Saint-Germain, 3 victoires sur 3 en Champions, le football liquide est toujours aussi liquide, et en Champions, honnêtement, ils ont été très bons. Paris-Atalanta, j'ai vu le match, ils ont été excellents, on l'a analysé, contre le Barça Montjuïc, contre Leverkusen, on a analysé les 3 rencontres, ils ont été très très costauds, et le Bayern, ça c'est la saison du Bayern, il n'y a que du vert, ils ne savent littéralement faire que gagner. 15 matchs, 15 victoires, 18 sur 18 si tu ajoutes la pré-saison. Si dans quelques mois on me dit que Paris-Bayern c'est la finale de Champions, il y a, les gars, absolument aucune surprise. Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe en ce moment. Ils se rencontrent mardi soir. Ça va être très très costaud. Le Paris Saint-Germain est coté à 2,20 au Parc des Princes. Le Bayern à 2,55. Donc c'est méga serré. Pas facile de discerner une tendance. J'ai vu dans les paris intéressants potentiellement Kane buteur, oui, cet Harry Kane là, buteur à 2,05. Et on a le Paris Saint-Germain qui l'emporte avec les deux équipes qui marquent, 2,75. Si ces codes vous intéressent, les amis, vous le savez, vous les trouvez sur Winamax et avec le lien en description. Vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France, l'offre Winamax Willou, celle que vous voyez ici. Au moment de l'inscription, vous faites un premier dépôt, vous recevez immédiatement 10 € en cash supplémentaire. Et en plus de ça, votre premier pari, s'il est perdant, il est immédiatement remboursé en cash aussi, jusqu'à 100 €, mais remboursé en cash. Et en plus de ça, vous avez aussi en ce moment sur cette saison 25-26 la garantie de but d'écart de Winamax. Donc si vous pariez sur une équipe qu'elle se met à gagner 2-0, 3-1, peu importe, 2 buts d'écart, le pari est immédiatement payé. Pas de risque de remontada, ça c'est un ajout supplémentaire de la saison. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur Winamax. N'hésitez pas à utiliser mon lien, je suis rémunéré à chaque fois qu'il est utilisé, ça m'aide beaucoup si vous le faites toutefois. Soyez majeur, c'est strictement réservé aux majeurs. Et faites attention aux paris sportifs, en particulier en Ligue des Champions, on perd souvent. Paris-Bayern donc, c'est parti. Beaucoup de choses à dire. Peut-être déjà que ce match, c'est un des grands matchs des années 2020, c'est un des grands chocs de la dernière décennie footballistique. Depuis cette finale de Champions, et ça fait très très bizarre, faut dire, plus les années passent, plus ça fait bizarre de voir un but aussi important avec ça en tribune. Et une personne avec son masque dans le fond. Mais depuis ce but de Kingsley Coman, le Paris et le Bayern se sont beaucoup joués. En 2021, le fameux match sous la neige, incroyable quart de finale, la passe de Neymar pour Marquinhos, magnifique. En 2023, époque Christophe Galtier, c'était ces 11-là, et si vous vous souvenez à l'époque,
On militait pour... il fallait une invention tactique, il fallait de la profondeur dans le dos de ce Bayern. Avec Messi et Neymar, ça allait pas le faire. Avec Carlos Soler non plus. On était en mode, est-ce qu'avec l'absence de Mbappé au match aller, il faut pas tenter un Nuno Mendes ailier ou un truc? Si vous vous souvenez, ça fait bizarre de voir ces 11. Ramos, Marquinhos, la charnière, Danilo, Zaïre Emery sur le côté comme ça. Et pour ce Bayern qui avait donc éliminé le Paris Saint-Germain avec 2 victoires aller-retour, Choupo-Moting, devant Coman et Musiala, Goretzka Kimmich toujours là, Sané en tant que piston droit, Cancelo à gauche, Upamecano, De Ligt, Pavard, Sommer dans les buts. Une autre époque, ils ont continué de se jouer Paris et Bayern saison dernière pile il y a un an en phase de ligue. C'était la victoire du Bayern et l'exclusion d'Ousmane Dembélé, un match où ils ont fini réduit à 10. À cette époque, le Ballon d'Or semblait sans doute assez loin. Et il y a quelques mois à peine, quart de finale de Coupe du Monde des clubs, un des meilleurs matchs de la compète, peut-être le meilleur match de la compète, malheureusement entaché par la grave blessure de Jamal Musiala. Mais ouais, Paris-Bayern, le champion en titre contre le plus gros challenger, sans doute, du début de saison. Enrique en 3 contre Compagnie en 2. Le Ballon d'Or face à sans doute aussi, pour moi en tout cas, le meilleur joueur d'Europe de ce début d'année. C'est une très très belle page de l'histoire de ce choc. Alors, commençons un petit peu avec le Bayern. Mon premier angle, ce sera pour eux l'heure de vérité. Ok, c'est le gros test maintenant. Ce serait le gros test pour tout le monde, un déplacement au Parc des Princes en 2025. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le moment où le Bayern peut passer de prétendant, équipe tendance, à favori ultime de la Champions. Non seulement ils ont tout gagné cette saison, mais ils ont tout gagné avec la manière. Ils ont la meilleure attaque d'Europe, 33 buts marqués. Le Real est deuxième avec 26, ça c'est sur les 5 championnats majeurs, et le Bayern l'a fait en seulement 9 matchs. Ils ont le deuxième total d'XG des 96 équipes des 5 championnats majeurs, mais aussi le deuxième plus faible d'XGA. À peine 6 XGA concédés en 9 matchs, 6 XG concédés en 9 matchs, 0.3 de plus seulement qu'Arsenal. En Ligue des Champions, sur les 36, ils ont le premier volume d'XG. Ils ont le plus faible volume d'XGA. Bien sûr, au classement, le Paris Saint-Germain et le Bayern sont aux 2 premières places. 9 points sur 9, plus 10 de différence de but, les 2 équipes dans cette configuration. Mais si le Bayern a fait tout ça et l'a fait avec la manière, il y a quand même le léger doute de l'adversité. Est-ce que la Bundesliga, ça ne doit pas nuancer un petit peu tout ça ? Malgré le fait que, comme je le dis depuis un moment, quand ils ont balayé Leipzig 6-0, on se disait bon, c'est un mauvais Leipzig. En vrai, c'est un très bon Leipzig, c'est une bonne équipe, on le voit sur la suite. Ils ont battu tout le monde, ils ont battu Dortmund, ils ont battu Leverkusen l'autre jour 3-0 et ils les ont écrasés. Un tir cadré pour Leverkusen, d'ailleurs c'est une habitude. Quand ils ont tapé Gladbach aussi, Gladbach a fait un tir dans tout le match. Leverkusen, ils les ont battus 3-0, ils battent tout le monde 3-0, mais Leverkusen, ils ont battu 3-0 l'autre jour en remaniant totalement le secteur offensif. Tom Bischoff, Serge Gnabry, Lennart Karl, Nico Jackson, ça c'était les 4 offensifs du 4-2-3-1. Et en Champions, ils ont battu Chelsea, Pafos et Bruges. Donc 3 niveaux d'adversité différents. Il y a eu des bons tests, ces matchs en Allemagne dont on a parlé, Chelsea par exemple. Il y a eu des bons tests, mais il n'y a pas eu encore de top 5 européens joués. Donc c'est pour ça qu'on est véritablement à l'heure de vérité. Paris, pour moi, a plus vécu son révélateur, par exemple à Montjuic, que le Bayern. Je trouve le Bayern très, 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 très fort. Et en même temps, j'ai cette réserve, et un petit peu comme tout le monde, je pense, est-ce qu'il le ferait face à une adversité finale de Champions? Et là, on va savoir parce qu'ils vont enchaîner Paris Saint-Germain au Parc des Princes et Arsenal à l'Emirates. En vrai, dans quelques semaines pour le Bayern, on sait, et l'heure de vérité, on verra si elle aura été concluante. J'ai cette même question pour leur meilleur joueur, Harry Kane. Kane attendu. Ma deuxième question sur ces Bavarois. En ce moment, pour moi, le meilleur joueur d'Europe, 22 buts, toutes compétitions confondues, juste avec le Bayern, sans compter l'Angleterre. Il a marqué à tous les matchs de Champions, absolument omniprésent sur le terrain, bien sûr dans le dernier tiers, mais aussi dans le premier, où il s'est transformé en Busquets Prime. On l'avait analysé contre Dortmund, tellement de décrochage, et pour trouver des joueurs entre les lignes, lancer les transitions, bien sûr, en mode kicker ou quarterback, peu importe, mais les longues ouvertures classiques de Kane. En plus de ça, ses replis défensifs énormes. Je crois qu'il est 88e centile en Europe en interception pour un 9, alors que c'est Kane. Il fait un gros taf sans ballon aussi. C'est un joueur absolument total. Mais, dans les énormes matchs, je dis pas ça pour lui glisser une pique,
ou le sous-coter, le dévaloriser, parce que c'est un de mes joueurs préférés. Kane, c'est un monstre absolu. C'est un des grands talents de notre époque. Mais il n'a pas eu encore son match lumière. Parfois, c'est pas de sa faute. Le grand parcours de Tottenham, il est blessé en demi-finale contre l'Ajax. Quand il revient en finale contre Liverpool, il est trop tendre, il n'est pas assez fit. Il passe à côté de son match, mais il n'était pas en pleine possession de ses moyens physiques. Il y a aussi des moments, par contre, où il n'a pas saisi l'instant. Le plus grand match de sa carrière avec l'Angleterre, le quart de finale contre l'équipe de France en 2022, rate son penalty. Même en finale contre l'Espagne de l'Euro, j'ai pas un grand souvenir d'Harry Kane. L'année dernière, quart de finale de Champions contre l'Inter, il marque au retour un beau but en plus, mais à l'aller, ça c'est une occasion que d'habitude il met tout le temps au fond. Donc Kane, à Tottenham et au Bayern depuis seulement 1 an, forcément c'est une carrière, et avant ça Leyton Orient pendant un moment, avant ça c'est une carrière qui limite le niveau d'exposition. C'est pas comme un joueur du Real, du Barça qui a toutes les saisons 3 ou 4 matchs globaux, 3 énormes stages, plateformes pour briller et signer des performances anthologiques. Kane, il lui manque cette performance anthologique. À 32 ans, dans son CV, il l'a pas véritablement. Est-ce que c'est par manque d'opportunités, manque de chance ou manque de quelque chose en plus ? C'est l'occasion de répondre à ça. Mardi soir au Parc des Princes, méga match, doublé pour faire tomber le champion d'Europe. Ok, on commence à aller dans cette direction et Kane se positionne sur une saison où il est pour moi pour l'instant le front-runner du Ballon d'Or, mais favori du Ballon d'Or au 2 novembre, ça veut absolument rien dire. Donc c'est le moment de signer des grandes performances, des véritables matchs lumière, d'avoir des images comme ça. Et ça pour moi c'est la deuxième question de ce Bayern. Enfin, parlons un petit peu plus de la dimension collective pour les hommes de Vincent Kompany, que je trouve tranchant et flexible. Et au-delà des aspects individuels où, comme on a dit, Harry Kane est à un top niveau, Michael Olise est à un niveau phénoménal, Kimmich est à un top niveau, Upamecano est à un top niveau, beaucoup de joueurs qui sont au top, Leimer excellent. Au-delà des questions individuelles, comment est-ce que ça joue ? Qu'est-ce qu'ils ont changé surtout par rapport à l'an 1 ? Je les trouve beaucoup plus tranchants en build-up. J'en ai déjà parlé notamment dans ce match contre Dortmund. Je trouve que par rapport à Kim, avoir ce double pivot, Upamecano, c'est pas la seule chose qui a changé, mais beaucoup plus de jeux combinés à l'intérieur, de passes tranchantes que Kim n'osait pas faire pour casser la première ligne. Et le Bayern se régale dans cette interligne, dans ces espaces-là. Je trouve aussi que l'ajout de Luis Diaz, même si son transfert dans l'absolu sur une construction d'effectifs moyen terme, long terme, c'est cher payé pour un mec de 28 qui va avoir 29 ans, etc. Mais par contre, à court terme, ce qu'il apporte, c'est absolument indéniable. Il a fait un top départ. Et par rapport à Leroy Sané, avoir un mec comme ça qui peut rentrer sur son pied droit, inestimable. Ça change beaucoup de choses dans leur mouvement. Ça les rend tellement plus dangereux, tellement plus flexibles. En plus de ça, en transition, ils se régalent. J'ai vu contre Gladbach l'autre jour, sur ce mouvement initié par Kane, qui sort encore une top talonnade, Nico Jackson, et regardez Luis Diaz, qui est parti d'ici, mais qui a eu le flair de sentir où cette action pouvait aboutir, prendre vitesse son vis-à-vis, est servi par Jackson, superbe contrôle, entrée de surface, rate le 1 contre 1, mais ce qu'il a fait sur cette action, c'est du top Luis Diaz, et Leroy Sané could never. Ça change tellement de choses de l'avoir par rapport à Sané, et ça rend ce Bayern très équilibré sur la largeur, avoir Olise d'un côté, Luis Diaz de l'autre. Ouais, c'est top. C'est encore très bon. Dans l'ensemble, ils aiment beaucoup l'axe, ils aiment bien surcharger la surface aussi. Je trouve qu'il y a un petit côté Ajax 2019 parfois, quand au bout d'une action comme ça, avec du jeu combiné à l'intérieur, beaucoup d'échanges intérieurs, on se retrouve avec 6 joueurs dans la surface, un 7e Kane qui arrive en trailer. Ça aussi, c'est une image assez effrayante quand tu es en face. Donc, je vois un Bayern qui a de la qualité positionnelle, mais avec un petit peu de ce football relationniste en plus, où beaucoup de petits échanges sur des petits espaces, 1, 2, 3, des mecs qui se sentent bien, ça les rend méga offensifs et dangereux. Donc c'est pas pour rien qu'ils sont la meilleure attaque d'Europe. Sur leur fluidité positionnelle, on a commencé à parler de Kane et de ses décrochages contre le Bayern, très évident, venait participer à la construction, parfois entre les centraux, pour faciliter le jeu avec sa vision et sa qualité de passe, comme là. Mais honnêtement, c'est pas le seul à le faire. J'ai vu aussi contre Gladbach, par exemple, Michael Olise,
ailier droit, descendre entre Upamecano et Kim ici pour se faire le premier relanceur. Souvent, ce 4-2-3-1 sur le papier, il devient quelque chose de très différent. Tu vois tellement de formes. En fait, là, j'en ai distingué une, mais tu vois beaucoup de formes différentes. Quand tu regardes ce Bayern, par exemple, le duo de centraux, ça devient un petit peu la première ligne. La deuxième, c'est le duo de milieu défensif. Et ça forme un petit peu un carré au départ à la relance. Les latéraux, comme ici, Boé et Bischoff, qui était latéral gauche contre Gladbach, rentrent un petit peu à l'intérieur. Les offensifs sont un petit peu plus sur la dernière ligne, peut-être pour être en 1 contre 1 par exemple, ici face à Gladbach. Souvent une forme un peu de 5+5 avec la première ligne, par exemple ici Goretzka, et ensuite les offensifs beaucoup plus haut. On regarde Jackson, Kane, Olise, vraiment dernière ligne, avec beaucoup de ce jeu interligne qui est pas évident au départ. C'est là que je trouve que ça ressemble pas vraiment à du jeu placé avec un 4-3-3 posé et un mec sur chaque ligne, etc. Parfois, c'est juste presque 2 lignes, une première, une deuxième, mais avec les décrochages des offensifs, Olise qui revient et Jackson du coup qui va prendre la profondeur. Ouais, il y a beaucoup de mouvements et c'est peut-être l'équipe qui se rapproche le plus du football liquide de Luis Enrique. Il est relativement peu positionnel et ça bouge beaucoup avec des mecs intelligents qui se comprennent bien. Ça les rend très flexibles et dangereux. Je vois aussi ça sur la pression d'ailleurs. Il y a cette fluidité positionnelle aussi sur la pression. Par exemple, Jackson et Kane sortent, mais regardez, qui est-ce que c'est J'ai à peine cru ce que j'ai vu quand j'ai regardé ce match contre Gladbach. Kim, il sort à la pression, donc depuis la dernière ligne du Bayern. À la base, je pense pour aller sur le mec de Gladbach, pour éviter à Gladbach de sauter une ligne. Mais en vrai, il continue sa course de pression jusqu'à aller harceler le central adverse. Donc, c'est pas très courant de voir un central pressé sur l'autre central, mais parfois, le Bayern le fait. Et Goretzka est allé combler l'espace dans le dos. De la fluidité aussi sur la pression, ça les rend assez difficiles à lire. Et ils ont ce côté un petit peu foufou. Et franchement, Kim, lancé, il va vite. Hein. Il va le chercher dans les pieds, il va vite. Quelque chose d'aussi intéressant, un peu moins dogmatique peut-être que d'autres. Par exemple, quand il y a la pression de Kane ici, de Luis Diaz, il joue pas pour autant le piège du hors-jeu. Upamecano et Kim ont pas de problème pour reculer et pas forcément s'aligner. C'est pas un Bayern flickien type le Barça qu'on est en train de voir en ce moment. Kim se replie, ils veulent verrouiller le dos. Et là, encore une fois, sur une situation pareille, Gladbach progresse, toute la ligne recule, pas le piège du hors-jeu cherché systématiquement. Ce qui fait par contre qu'il peut y avoir des espaces un petit peu à l'intérieur, entre la première ligne et la dernière ligne. Quand tu as une première ligne qui presse très fort et une dernière ligne qui n'a pas de problème à reculer, dans ce 4-2-3-1 où Kimmich par exemple fait une top saison et un top joueur, c'est littéralement le joueur en Europe avec le plus de passes tentées et le joueur en Europe avec le plus de passes progressives réussies. Non, j'ai menti, c'est Pedri. Kimmich est deuxième. Par contre, sur le volume défensif, c'est pas extraordinaire. Et quand il a en plus beaucoup de terrain à couvrir, il y a des moments comme ça où, par exemple, avec la dernière ligne qui est assez basse, avec la première ligne qui était très haute, il y a une grosse parcelle de terrain à l'intérieur, entre les deux. Et je pense que Paris peut avoir des espaces là-dedans. Tu libères forcément de l'espace quelque part si ta première ligne est très agressive et que tu joues pas le piège du hors-jeu. Une approche que j'aime plutôt bien dans l'ensemble, mais forcément, il va y avoir de l'espace quelque part et Kimmich, comme on dit, ne peut pas couvrir constamment 50 mètres sur la largeur. Donc ça fait une situation gros danger. Le 11 que j'imagine du Bayern, je crois que ce sera le même que contre Dortmund, qui est leur plus gros match récent, où ils ont voulu vraiment mettre les forces vives. À part Musiala et Davies, qui sont out, qui continuent d'être out, qui n'ont pas joué de la saison. Sinon, ils ont tout le monde. Et donc, je me dis, Neuer, normal, Sacha Boey, Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, a priori la ligne de 4. Ouais, il peut y avoir des adaptations, hein. Ça peut être Laimer à droite et pourquoi pas un Stanisic à gauche, quelque chose comme ça. Mais contre Dortmund, c'était ça, j'imagine ça. Kimmich, Pavlovic, ça fera aucun doute, ce sera le double pivot. Olise à droite, Diaz à gauche. Kane. Et est-ce que c'est Kane Jackson ou Kane Gnabry? Ça, c'est le seul doute que j'ai sur la composition, sur le quatuor offensif. Si c'est Kane Gnabry, Kane plus haut sans doute, même si c'est très fluide et parfois il décroche jusque-là.
Si c'est Kane Jackson, je suis assez convaincu qu'on aura 90% du temps Jackson plus haut que Kane et Kane un peu plus le 10 de 4-2-3-1. Donc on verra, mais c'est un petit peu comme ça que j'imagine les choses pour le Bayern. Le Paris Saint-Germain, première question pour eux, qui sera là? Malheureusement, Désiré Doué, sorti sur civière contre Lorient, lésion musculaire. Au départ, on disait 3 semaines avant réévaluation. Là, j'entends parler des 6 semaines, 8 semaines. Très dur. J'espère qu'il va réussir à s'en remettre et faire quand même une deuxième partie de saison pleine. Mais donc, lui manquera à l'appel. Et quand on se souvient le top match qu'il a fait contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs, et le joueur qu'il est, c'est une grosse absence pour le Paris Saint-Germain. Dembélé a fait le match contre Nice. J'ai mal à l'ischio. Il déclare à Achraf Hakimi des images Ligue 1+, après le coup de sifflet final. Est-ce qu'il est suffisamment touché pour ne pas être titularisé par Luis Enrique? Sans lui ou avec lui, c'est quand même pas tout à fait la même histoire, même si le Paris Saint-Germain a montré à Montjuïc qu'ils peuvent battre un Barça à l'extérieur avec Mbaye et Mayoulou. Donc on verra, mais légère interrogation autour d'Ousmane Dembélé. Ça devrait pas être le cas pour Marquinhos, qui a joué 90 minutes avec le brassard contre Lorient en milieu de semaine et qui était sur le banc contre Nice, j'imagine simplement mis au repos, au frais, pour pouvoir être titulaire. Très important qu'il soit là parce que Zabarni est suspendu suite au dernier match contre Leverkusen. Donc Zabarni ne peut pas être là, il faut que ce soit Marquinhos aux côtés de Pacho, et ce sera Marquinhos aux côtés de Pacho, j'ai pas trop de doute là-dessus. Une très bonne nouvelle pour eux dans qui sera là, c'est le retour du milieu d'or. Fabien Ruiz est entré à 20 minutes de la fin contre Nice. C'était la première fois qu'il jouait depuis quasiment 1 mois et demi. João Neves a été titulaire 65 minutes contre Nice. C'est la première fois qu'il était titulaire depuis l'Atalanta. Et Vitinha est toujours là. Donc, Paris retrouve son entrejeu magique, Vitinha, Ruiz, Neves, vraiment au meilleur moment. Ça, pour moi, limite plus important que de savoir si Dembélé ou Mayoulou démarreront en tant que neuf, ou Gonzalo Ramos qui continue, même si il a l'air de très bien fonctionner dans cette position de ce rôle de super sub, de finisher. Mais retrouver le triangle magique, l'entrejeu d'or, ça change beaucoup de choses pour le Paris Saint-Germain. Et João Neves, par exemple, je me souviens le 1-0 de Doué en Coupe du Monde des clubs, ça vient à la base d'une agression de la peste João Neves sur Harry Kane, qui est venu lui subtiliser le ballon dans les pieds, et derrière il fait un rush de 30 mètres pour donner la passe décisive à Doué. Le retour de Neves, très 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 bonne chose. Et au milieu de terrain, on a parlé de l'espace qu'il y a entre cette première ligne et cette dernière ligne du Bayern. Kimmich, Pavlovic, malgré leur très gros début de saison. Goretzka pourrait jouer, j'imagine, mais je penche plutôt sur Kimmich, Pavlovic. Mais Ruiz, Vitinha, Neves, c'est jamais exactement comme ça le foot. Ça peut être une simple superposition 3/2, mais je préfère le milieu de terrain du Paris Saint-Germain tous les jours, parce que je préfère le milieu de terrain du Paris Saint-Germain que n'importe quel autre milieu de terrain du monde. Enfin, l'énigme et les réponses. L'énigme, c'est l'énigme que eux posent. La marque footballistique du PSG, personne n'a fait mieux pour l'instant. Je trouve personne n'a vraiment trouvé la solution face au football de Luis Enrique. À son meilleur niveau, il reste pour moi aujourd'hui la meilleure équipe du monde. Et face au Bayern, ils ont des parades. J'ai vu par exemple contre Leverkusen l'autre jour, quand Guerreiro et Lennart Karl sortent sur le côté, Tapsoba perd le ballon. Ça pour moi c'est des situations où je vois très bien Pacho et Mendes s'en sortir. On l'a vu match après match la saison dernière et encore sur le début de saison, notamment contre l'Atalanta. À la Coupe du Monde des clubs, un petit peu pareil sur ce côté, sur la sortie, Hakimi et Vitinha. Il n'y a pas grand monde qui peut les presser, ces gars-là. Et après, quand tu trouves Hakimi dans ce couloir, dans ce demi-espace, en projection, c'est hyper dangereux. La réalité, c'est que le Bayern presse très bien, mais le Paris Saint-Germain est peut-être l'équipe qui sort le mieux de la pression du monde. Avec Mendes, avec Hakimi, avec Vitinha qui est impossible à presser. Face à Kane et potentiellement Jackson, je trouve que Pacho et Marquinhos ont du répondant. On verra, mais dans mon power ranking avec Stan, mon prono c'était jusqu'à preuve du contraire. Et c'est encore un petit peu ma réflexion aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, je vois pas de raison de penser que ce Paris Saint-Germain est inférieur à qui que ce soit.
Le Bayern est très fort. Le Bayern est très très fort et ils vont poser le meilleur test que le Paris Saint-Germain a vu de la saison, sans aucun doute. En général, j'ai un biais pour la nouveauté, je sais. Je suis assez attiré par la nouveauté, la nouvelle équipe en forme, ce qui est en train d'être très très intéressant en ce moment. Mais de plus en plus, j'essaye aussi de me méfier de ce biais et de me méfier, de ne pas sous-estimer les forces qu'on connaît. Et le Paris Saint-Germain, dans les gros matchs, c'est une force qu'on connaît. Même le Paris Saint-Germain face au Bayern, il n'y a pas si longtemps, on les a vus, c'était un match très très équilibré, c'était costaud, c'était chaud, il y avait Doué, il n'y aura pas Doué cette fois-là. Le Paris Saint-Germain avait sorti quelques vraies belles séquences, avait plutôt bien résisté face à la pression. Ils sont à la maison, ils l'ont fait à Montjuïc, même sans Dembélé et sans Doué. Pour moi, il n'y a pas vraiment de raison de douter d'eux en Champions. Le Bayern va être très costaud, le Bayern ça va être très difficile, mais peut-être que leurs points de vulnérabilité conviennent bien au Paris Saint-Germain, on verra. Honnêtement, c'est très dur à dire, Demain, le Bayern peut gagner 0-2 et plus perdre un match jusqu'à la finale de Champions. Et je suis pas... S'ils perdent plus un match, ils font en saison invincible. Oui, si, quand même, je suis surpris. Il y aura les mérites aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que le Bayern est très fort. S'il gagne, totalement possible. Je pense qu'à l'heure actuelle, je pars quand même encore sur le Paris Saint-Germain. À 2-20, je trouve ça relativement attirant. Si je devais choisir un score serré, costaud, 2-1 peut-être. Le buteur qui me fait le plus envie, j'avoue, c'est Kane, à 2-0-5, je trouve ça pas mal. Pour le Paris Saint-Germain, du coup, avec Dembélé incertain et Doué out, je partirais sur Kfara, qui avait eu pas mal d'espace contre le Bayern en Coupe du Monde des clubs, qui avait eu quelques grosses occasions, une face à Neuer qui avait sorti un méga arrêt. Je partirais sur Kfara. Et bon, d'habitude, j'ai toujours mon Hakimi. À 5, je trouve ça toujours intéressant à chaque match. Mais peut-être que João Neves, à 5,80, qui, sur les coups de pied arrêtés, petite tête plongeante, pour son retour titulaire, on verra. Voilà, 2-1 pour le Paris Saint-Germain, Kfara, Kane, Neves. Qu'est-ce que vous en pensez, les potes? Demain, on fait les autres matchs, notamment ce Liverpool-Real. Et le mercredi, on a aussi Atalanta, par exemple, City-Dortmund, le Barça qui doit prendre des points à Bruges. Quelques matchs sympas, on en discutera lundi. Mais voilà pour moi, pour ce Paris-Bayern. Qu'est-ce que vous en pensez, les potes? J'espère que vous passez un bon week-end. On se retrouve très très vite pour la suite, pour une autre vidéo. À bientôt.